Allez, vas-y, commence. La déprime totale. J'avais tellement envie que tu dises c'est moi qui commence. Eh ben bonjour tout le monde. Salut. On attaque le boîtier et la ventilation, donc ce qui manquait dans l'ordinateur. Voilà, les derniers composants. Bien, alors comment va se dérouler cette vidéo? D'abord, on va parler du boîtier. Ensuite, on va parler de la ventilation du boîtier. Et en dernier, on parlera du ventirad du processeur. Du coup, on va attaquer sur à quoi ça sert tout ça, la ventilation et le boîtier. À faire tenir tout le reste en place en ce qui concerne le boîtier et à refroidir en ce qui concerne la ventilation. Voilà. Et même dans le cas du ventirad du processeur, à ce que l'ordinateur démarre. S'il n'y a pas de ventirad, il ne démarre pas. Voilà. Il sait pas vraiment s'il y a un ventirad, il sait juste s'il y a le ventilo du ventirad. Donc voilà, à quoi ça sert? Et ben voilà, on l'a dit. À pas grand chose. À faire joli, ça peut servir à faire joli. Le boîtier, ouais, ça sert à faire joli, et la ventilation aussi, hein, ça peut être beau. Après, moi je dirais plus, le boîtier c'est vraiment fait pour ne pas mettre un ordinateur à plat sur une table avec toutes les pièces à travers. Parce que c'est vraiment pas esthétique et puis c'est dangereux pour les composants, ça les protège quand même un boîtier. On va commencer directement sur le boîtier. Comment est-ce qu'on le choisit? Alors, première chose à regarder pour son boîtier, c'est le format. Quelle taille il fait? Est-ce que vous voulez un gros boîtier, un petit boîtier? Est-ce que vous avez une grosse carte mère, une petite carte mère? Donc c'est le plus important. Des boîtiers ouverts ou non ouverts, parce qu'il y a des boîtiers qui existent qui sont... On peut vraiment pas appeler ça des boîtiers, mais plus des tables de bench. Mais c'est quand même considéré comme des boîtiers. Ensuite, une fois que vous avez regardé la taille du boîtier, il faut regarder le prix. C'est un des trucs les plus importants parce que en général vous allez choisir votre boîtier en fonction du prix que vous voulez mettre dedans. Vous n'allez pas vous dire putain il me faut à tout prix ce boîtier, il coûte 500 €, je m'en bats les couilles, Sachant qu'un il me faut ce boîtier à tout prix. Un boîtier c'est juste indispensable dans le sens pour protéger ces éléments qu'il y a dedans. Mais sinon un boîtier en lui-même ce n'est pas excessivement indispensable. Voilà. C'est surtout de l'esthétique en fait. Donc on peut pas dire il me faut à tout prix ce boîtier-là. Non, t'en as pas vraiment besoin. C'est juste que tu le veux. Voilà. Comparé par exemple à une carte graphique où j'ai besoin de ces performances, je suis prêt à mettre le prix qu'il faut. Là, c'est vraiment... J'ai envie que mon PC soit joli, alors je vais mettre tant de prix. Donc voilà, un des trucs les plus importants à regarder, c'est le prix que vous voulez mettre. C'est le prix, voilà. Donc ça peut aller très très loin, les prix. Hein. Ça peut aller très très bas, mais très très loin. Ceux qui s'ouvrent automatiquement comme une fleur comme ça avec la télécommande et tout. Ensuite, un des points qu'il faut regarder les plus importants, c'est la position de l'alimentation. Si elle est en haut, si elle est en bas, si elle est en bas à l'envers. Et oui, rien que ça. Et des fois, l'alimentation est même sur le côté du boîtier. Dans les derniers boîtiers Corsair, je crois que c'est. Elle est sur le côté, donc même tu vois que ta carte mère, tu ne vois pas l'alimentation. Elle est cachée sur un côté. Donc voilà, il faut regarder la position de l'alimentation. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder ça? Pour le refroidissement de l'alimentation. C'est vachement important. Si on met une alimentation en haut, elle va donc forcément prendre toute la chaleur du boîtier et elle va elle-même servir de ventilateur. Donc ce qui peut être dangereux pour des alimentations qui sont juste niveau puissance, alors qu'on a beaucoup de chaleur qui se dégage. L'alimentation va chauffer énormément, donc il faut faire gaffe. Pourquoi ça? Parce que le ventirad de l'alimentation va être tourné vers le bas. Donc direction processeur, carte graphique. Donc elle va récupérer la chaleur du PC et l'envoyer à l'extérieur. Donc toute la chaleur que dégagera le PC va aller dans l'alimentation, qui va attirer et qui va repousser. Donc il faut à tout prix éviter les alimentations en haut. Le mieux c'est d'avoir une alimentation en bas, mais avec le ventirad en bas. En bas, ouais. Qui prennent l'air de l'extérieur et pas l'air de l'intérieur. En gros, elle va prendre l'air sous le boîtier du PC, comme ça, pour l'éjecter, et elle va faire son propre circuit d'air, en fait. Elle va pas prendre l'air du PC. Et ça, c'est le top au niveau refroidissement pour l'alimentation. Ouais. Après, pour le PC, ça ne change pas grand-chose que l'alimentation, elle soit tournée vers l'intérieur, à l'extérieur et tout. C'est surtout pour l'alimentation elle-même, pour la survivabilité. En quelque sorte. Le nombre de baies de disque dur. Et alors, oui, c'est quoi une baie de disque dur? C'est un endroit où vous pouvez mettre votre disque dur. Alors il y en a certaines, il y a des boîtiers où la baie peut être sortie en fait, et vous mettez vos disques durs et vous remettez la baie. Il y en a d'autres, c'est des trucs qui se rentrent pas comme ça en fait, vous avez votre boîtier. Il y a le boîtier, la carte mère qui est comme ça à plat, il y en a qui se rentrent comme ça, donc c'est carrément le bordel en fait, une fois qu'il y a tout d'installé. Il y en a, ils se rentrent par devant, il y en a tout plein de sortes, il faut regarder celle qui vous va le mieux et le nombre de disques durs que vous pouvez mettre. Ça peut aller
de... De 1. Ouais, voilà, de 1 jusqu'à 8, 10 disques durs pour les plus gros. Donc, faut vraiment regarder en fonction du nombre de disques durs que vous avez, d'avoir le boîtier qui va avec, quoi. Ensuite, un truc qui pourrait en intéresser certains, notamment les plus maniaques du rangement, le câble management. Est-ce que il y a un truc prévu pour aller cacher les câbles derrière le boîtier? Est-ce que le rangement pourra bien se faire dans le boîtier, ou est-ce que c'est un vieux truc de dégueulasse où il y aura les câbles forcément à l'extérieur qui traîneront et tout? Ça aussi, ça peut être important à regarder. Désolé, on avait oublié l'éclairage, on vient de s'en rendre compte maintenant. Au moins, ça vous fait une différence de qualité entre avec et sans éclairage. Là, L'importance de l'éclairage sur On YouTube. peut se rendre compte à quel point rien qu'un éclairage de merde, comme on a nous, c'est vraiment de la merde, hein. Comme ça peut rajouter sur la vidéo. Donc c'est vachement important l'éclairage. Pensez-y. Il y a quelque chose aussi qu'il faut regarder, les prises façade. Alors là, on attaque vraiment les petits détails qui servent pas à grand chose. Des choses que nous, personnellement, on s'est jamais servi. Mais vraiment jamais. Les prises USB à l'avant, les jacks. Voilà, les prises jack, les lecteurs de cartes cartes, mémoire, etc. Il peut y en avoir sur certains boîtiers à l'avant. Alors ils en ont tous, hein, je crois. Quasiment, ouais. 90% doivent en avoir. Est-ce que ça vous intéresse ou pas de les avoir? Il y a des gens qui vont dire moi j'ai envie d'avoir des USB en façade, et bah oui forcément. Faudra regarder s'il y en a ou pas, combien il y en a. C'est de l'USB 3, USB 2 ou USB-C, je ne sais pas. Quelque chose à regarder que moi personnellement je ne regarde plus, mais qu'à la base je m'intéressais beaucoup, l'esthétique du boîtier. Autant avoir un boîtier qu'on trouve joli, la couleur, la porte sur le côté si elle est transparente. Si c'est un boîtier qui en jette, où on se dit waouh, c'est un PC qui vaut cher, même si c'est une poubelle. Voilà, ouais. On peut avoir des boîtiers qui sont magnifiques et mettre des ordinateurs de merde à l'intérieur. C'est génial. Et du coup, on passe au dernier point qui va nous faire le lien avec ce qui arrive derrière. Le nombre de ventilateurs qui sont fournis avec le boîtier et le nombre d'emplacements de ventilateurs. Parce que des fois, il y a par exemple votre boîtier, il va avoir 2 ventilateurs fournis, mais il y aura peut-être 10 emplacements de ventilateurs. Bon, 10 emplacements, ça commence déjà à faire un putain de boîtier. Mais en gros, le nombre de ventilateurs fournis ne correspond pas forcément au nombre d'emplacements possibles. Vous pouvez en rajouter encore pour améliorer la ventilation. Et donc du coup, on va passer à la ventilation du PC. Alors là, du coup, on va parler vraiment de la ventilation. Si vous voulez rajouter des ventilateurs à votre boîtier pour l'aérer mieux que ça. Et qu'est-ce qu'il faut regarder dans cette ventilation? Comment choisir ces ventilateurs pour boîtier? Il faut regarder la marque, mine de rien. Parce qu'au bout d'un an, si ton ventilo il est pourri, et ben au bout d'un an, tu sais bien qu'il va faire du bruit à bloc. Il va plus refroidir comme il faut. Ça va être une merde, quoi. Et c'est arrivé qu'on ait eu des ventilations qui fassent du bruit au bout d'un certain temps. Et ça vient du fait que les roulements sont de pas bonne qualité. Donc faut pas hésiter à prendre de la marque. Donc faut regarder la marque, prendre des bonnes marques. Regarder la nuisance sonore de base. Voilà, donc si ça fait beaucoup de décibels ou pas beaucoup de décibels. Donc pour les connards comme moi qui regardent beaucoup le bruit, j'y regarde. Voilà, ensuite il faut regarder quand vous choisissez un ventilateur qu'il y a bien la dimension qui va avec les prises de votre boîtier, en fait, les connectiques de votre boîtier. Si votre boîtier dessus, admettons, je sais pas exactement les tailles de ventirad qu'il y a de différents, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup de différents, donc il faut bien être sûr que votre ventilateur, il va bien rentrer avec les connectiques de votre boîtier. Si vous prenez un trop grand, vous allez vouloir mettre les vis et ça va pas passer, donc vous aurez un ventilateur qui ne servira à rien, donc il faut bien regarder ça. Je suis en train de regarder que là, il nous regarde bizarre parce que tu vas parler de connectique. C'est l'emplacement, pas la connectique. Oui. Mais heureusement qu'il y en a un qui suit. Je me suis rattrapé. Mais il y en a un qui suivait. Non, parce que tu as redit connectique derrière. Tu t'es pas rendu compte, tu as dit 2 fois connectique. Ce n'est pas de la connectique. Mais derrière, on va en venir. La connectique. Voilà, c'était pour faire la transition. Parce qu'on est des pros. La connectique, qu'est-ce que c'est comme prise? Est-ce que c'est une... Donc la prise d'alimentation, hein, pour qu'il tourne, quoi. La parole. Parce que tu n'as pas précisé de quelle connectique tu parlais. Est-ce que c'était pour mettre les vis? Alors du coup, les connectiques, il y a 2 types de connectiques qui sont connus. Hein. Le Molex 4, donc la grosse prise transparente généralement, qui a 4 sur l'alimentation. Qui a 4 fils, voilà, qui se branchent que sur l'alimentation. On ne peut pas la brancher sur la carte mère. Et il y a la prise, du coup, 3 broches. On a regardé le nom, parce que nous on appelle ça les 3 pins, mais je crois que ça s'appelle les 3 broches, qui sont sur la carte mère, celle-là. Mais ça arrive qu'il y en a aussi sur l'alimentation. Voilà, donc il faut regarder si on a assez de prise sur la carte mère, et si on n'a pas assez de prise sur la carte mère, il faut prendre des Molex 4. Voilà. Et après, les Molex 4, dans le fois, ont des avantages qu'on peut régler la vitesse du ventilateur.
Et ensuite, ce que vous pouvez regarder, c'est le nombre de rotations de l'hélice par minute et le débit d'air. Est-ce qu'il va souffler beaucoup d'air? Est-ce que vous voulez une ventilation qui carbure, quoi, qui va vraiment... ou alors un petit ventirad qui va pousser l'air tout doucement, etc. Ah, parce que faut bien regarder ça, quoi. Faut savoir, il y a des boîtiers qui existent qui sont spécialement étudiés pour être silencieux. Du coup, ça ne dérange pas d'avoir des ventilateurs qui soufflent beaucoup d'air et qui fassent du bruit, on s'en fout, parce que c'est des boîtiers qui sont insonorisés. Et donc là, c'est bien d'avoir... Ces insonorisés n'ont pas beaucoup de ventilateurs dedans, donc c'est bien de mettre des ventilateurs quand même qui poussent beaucoup d'air pour bien ventiler le boîtier. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour les ventilateurs, donc boîtier. Maintenant, on va passer au ventilateur, donc au ventirad processeur. Donc le système de refroidissement CPU et pas GPU. Alors le truc le plus important à regarder à tout prix, c'est le socket. Est-ce que votre ventirad va passer sur votre processeur, tout simplement? C'est la sur chose, votre carte mère. la première chose qu'il faut regarder, c'est ça. Après, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais maintenant ils font quasiment tous les sockets. Oui, mais on sait jamais. Regardez au cas où quand même, ça coûte rien. Ça prend 2 secondes. Un autre point important à regarder pour votre ventirad de processeur, c'est le benchmark, comme les cartes graphiques. Et oui, ça existe pour les ventilateurs. Enfin, pour les ventirades. pour savoir s'ils refroidissent bien et leur décibels. Donc comme on disait juste maintenant, on disait comme quoi il faut regarder par rapport à ce qu'on veut faire, si on veut faire de l'overclocking ou pas. Bah donc du coup il faut regarder des benchmarks. Parce que si au final on voit qu'il refroidit que de 10 degrés par rapport à celui d'origine, on va pas le prendre pour faire du watercooling. Enfin, pas du watercooling. De largeur. La largeur, la hauteur, la profondeur. Est-ce que il rentre entier dans votre boîtier ou est-ce que vous pourrez pas mettre le cache du boîtier parce que le ventirad sera trop long? Comme moi par exemple. C'est ça. Ou encore pire, que moi par exemple aussi. Quand tu mets ton ventirad, ton Akaza Venom 2 qui est comme ça de gros, tu as un emplacement de barrette mémoire que tu as dans le cul. Et oui, t'es obligé de prendre des barrettes qui sont pas hautes du tout, mais une fois qu'elle est mise, tu ne peux plus l'enlever si tu enlèves pas ton ventirad. C'est super ça. Mais sauf que du coup, j'ai pas regardé avant de l'acheter. Voilà, donc bien regarder la dimension, regarder. pas vous faire niquer comme lui. Et donc ça a à voir aussi avec la dimension de votre boîtier, hein, si c'est un mini ATX ou un ATX, un gros boîtier, un petit boîtier, la taille qu'il fait, etc. Vous n'allez pas prendre le même ventirad selon le boîtier. Ah, je sais aussi quelque chose qu'il faut regarder. La nécessité quand on a besoin. On va pas prendre un ventirad comme ça si on fait Google toute la journée. Ça sert à rien quoi, ça serait débile. Il faut vraiment regarder le type de ventilation par rapport à ce que nous on a besoin. Si on fait du l'overclocking, si on fait du gaming ou si on fait l'overclocking. Oui, j'allais dire plusieurs choses à la fois, je ne me rappelle pas. Du loverclocking. Non mais tu sais ça fait parce que genre, je love. voilà, il fait du Loveclocking. Et en dernier, ce qu'il faut regarder, c'est si vous voulez du air cooling, du water cooling, du passive cooling, ce que vous voulez en fait. Ce qui correspond le mieux, mais là on va attaquer un petit peu plus dans les détails dans ce type de ventilation, ce qui peut vous intéresser. Alors on va commencer par les deux plus utilisés. Le air cooling, donc c'est-à-dire qu'il y a un radiateur métallique, voilà, il y a un ventilo dessus qui souffle, voilà, le basique. Mais il y en a des jolis, hein. Il y en a même des très performants qui sont très gros comme les miens, comme les miens, j'en ai plusieurs. Et il y a le deuxième, le water cooling, qui est très connu. Et là, ça souffle sur de l'eau, qui va être refroidi par les ventirades. Ils vont passer comme ça, ils vont refroidir le truc, l'eau va se... Si, c'est vraiment excellent. Et il y a deux types du coup de water cooling, parce que vu qu'on parle water cooling, on va parler, il y a deux types. Il y a le water cooling qu'on monte soi-même avec les composants à part, on a choisi sa propre pompe, ses propres tuyaux, son propre liquide, la couleur qu'on veut. Oui, ça sert à rien, mais bon, pourquoi pas. Et il y a le truc basique, 80% des gens achètent, le water cooling qui est directement intégré les tuyaux, on peut rien changer. On le met et puis c'est tout. Et c'est déjà super bien. Et du coup, donc ça c'était pour ce qu'il y a de plus gros, en fait, les plus connus, mais après il y a des trucs un peu fantaisistes, qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors par exemple, on a les refroidissements passifs, donc sans ventilateur. Et ça, c'est top. C'est vraiment top, moi j'adore. C'est top pour le bruit, après en termes de refroidissement, c'est pas top du tout. Après c'est par rapport au TDP du processeur, je crois que les meilleurs boîtiers, parce que du coup, le ventirad est intégré au boîtier. C'est le boîtier qui fait le refroidissement, voilà. En fait, qui fait le radiateur. Le boîtier, en fait, le processeur,
Il y a un système avec le boîtier qui fait que c'est le boîtier complet qui sert Qui est de le radiateur. ventirail, voilà. C'est le radiateur complet, c'est le boîtier, ouais. C'est drôlement bien foutu. Donc en fait c'est refroidi à l'air libre, donc il faut pas que votre pièce soit trop chaude non plus. Voilà, il faut pas que la pièce soit trop chaude, Faut pas le mettre au soleil. Il faut pas que le processeur soit trop puissant, c'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Je crois que les meilleurs c'est 90. Donc ça sera surtout des ordinateurs pour de la bureautique, hein. Faut dire ce qu'il y a, vous n'allez pas mettre de grosses cartes graphiques dessus, etc. Vous n'allez pas faire du montage vidéo avec un, Voilà. avec un gros sticker C'est à vraiment l'intérieur. pour de la bureautique, internet, vidéo, et puis c'est tout. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on en parle parce que ça existe et ça se développe pas mal pour le micro ATX et je trouve ça super bien. Parce que par exemple, les gens qui vont le mettre sous leur télé pour s'en servir de media center, bah c'est con d'avoir des ventilateurs si on veut juste regarder des petites vidéos en 1080p. Ensuite, il y a les refroidissements à changement de phase. Alors c'est quoi exactement? Alors pour imager, c'est un moteur de frigo qui a dedans, un moteur de congélateur. C'est le même principe. Bah c'est même des moteurs, on peut faire ses propres changements de phase hein, si on veut. Mais on peut en acheter aussi des kits complets avec boîtiers qui sont prévus pour. Ça coûte énormément cher. Par contre, niveau refroidissement, c'est de la folie. C'est largement en dessous de zéro, les températures, même overclocké à bloc. Mais le problème, c'est que on en parle vraiment vite fait. Il faut des cartes mères spéciales. Il faut les préparer à l'avance. Donc c'est pour ça on en parle vraiment vite fait. Mais ça Mais encore voilà. c'est utilisable parce que après il existe encore le top du top en termes de refroidissement, notamment pour de l'overclocking genre champion du monde. Extrême, ouais. Pour les Voilà. concours, les championnats du monde. Ouais. Ouais, voilà. C'est le refroidissement à l'azote liquide. Mm. Alors là c'est juste le top du top, mais c'est juste Ah. pas utilisable pour. C'est le top, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fiable en fait. C'est ce qui refroidit le plus, alors ça y a Voilà, pas de c'est souci, ça. mais c'est pas le plus fiable parce qu'il faut savoir Bah, qu'un composant a une température minimale acceptable. C'est-à-dire si tu le descends 1 degré en dessous, ton processeur s'arrête de fonctionner. Et c'est d'ailleurs ce qui fait chier les gens qui font de l'overclocking sous azote. Et donc voilà, ça par contre c'est juste pas utilisable en fait. C'est vraiment, vous lancez votre truc d'overclocking, après vous versez l'azote en non-stop sur le processeur. Donc en gros, ça sert à rien, vous ferez pas du gaming avec de toute manière. Ouais, et puis c'est pareil, c'est quelque chose qui s'évapore extrêmement vite. Il faut une licence spéciale pour acheter de l'azote liquide. On peut pas aller à Carrefour ou à Auchan ou je ne sais où et dire balance-moi un bidon d'azote. Non, ça marche pas comme ça, mon gars. Il faut aller en pharmacie. Et c'est des trucs vraiment, il faut avoir la licence professionnelle pour avoir le droit d'utiliser ça. Parce que c'est dangereux. Et donc du coup, pour finir, on l'a mis tout à la fin parce que ça a à voir du coup avec les 3 choses qu'on a dit. On a parlé un peu avant sur le water cooling, qu'il existait les trucs tout montés et les trucs à monter soi-même où on pouvait tout personnaliser. Et donc dans cette personnalisation, on peut personnaliser les ventirades, enfin les ventilos. Quoi. Donc, Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, il y a plusieurs sortes de ventilateurs. Il y a des ventilateurs spécial boîtiers, donc des ventilateurs qui sont bien pour avoir beaucoup de débit d'air, qui soient assez silencieux, qui ne tournent pas extrêmement vite, parce que de toute façon on leur demande pas de tourner très vite, mais des ventilateurs voilà, qui sont étudiés pour du boîtier. Donc c'est des ventilateurs, si on les met pour du ventirad, bah, ça sera pas génial. Et c'est donc pour ça qu'il y en a des spéciales ventirad. Mais du coup, vu qu'il y a 2 types de ventirad, il y a les air cooling, donc les trucs métalliques, il faut un type de ventilateur spécial si on va avoir la meilleure chose qui peut se faire. Et pour du water cooling, c'est donc pareil, il y a des ventilateurs spécial water cooling. Alors qu'est-ce qui change entre ces types de ventilateurs? En fait, il y a le nombre de pales et l'angle des pales. En fait, selon le nombre de pales et la position qu'elles ont, soit elles sont comme ça, etc., ça changera la vitesse de rotation, le débit d'air, etc. Et ça changera surtout la pression à l'intérieur. Bon, il vient de me mettre la pression pour parler de pression. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que moi je l'ai vu dans des vidéos, et c'est quelque chose qui existe vraiment, mais sur les sites internet on ne le voit pas ça. Mais la pression est à voir. Par exemple pour du water cooling, vu qu'il faut que le débit d'air ne transperce que de 2 cm de l'épaisseur du radiateur, il faut énormément de pression. On s'en fout du débit, ce qui compte c'est que la Puisqu'en pression gros, soit en forte. fait, il y a l'eau qui va passer contre une plaque en métal qui sera refroidie par le ventilateur qui est collé. Ce qui est important, c'est que l'air, il reste bien plaqué contre le ventilateur, qui ressort pas de l'autre côté en fait. Donc en gros, il faut que l'air soit écrasé, qu'il mette de la pression. Et plus il y a de la pression, plus c'est froid. C'est l'effet Venturi. Donc du coup, voilà, selon ce que vous voulez faire, regardez bien le type de ventilo qui vous intéresse. Pour avoir la chose la meilleure qui puisse se faire, parce que ça sera pas obligatoire, c'est sûr. Il y a 100% des gens quasiment, peut-être 99,9, si je me trompe, on sait jamais, qui ne regardent pas le nombre de pales, l'inclinaison, ils ne regardent pas, et ça va très bien. Du coup, on va passer à nous, nos conseils. Qu'est-ce qu'on conseille aux gens de prendre? Bah déjà, c'est simple, si vous faites que du gaming, c'est pas compliqué, vous prenez un ventirad à 30 €.
Ou même celui d'origine, si on Même overclock. ça dépend lesquels, mais... Ça fait un petit peu de bruit. Hein, mais... Voilà, franchement, si vous prenez un Ventirad à 30 € assez silencieux, ça suffira. Il n'y a pas besoin de plus. Ça sert à rien. Moi, par exemple, j'ai le Hyper TX Evo 3, je crois, un truc comme ça. Le plus connu au monde. Voilà, celui qu'on a conseillé plein de fois. Mon processeur est overclocké, il fait pas un pet de bruit, il chauffe pas, et ça suffit. Et c'est un Ventirad, il vaut 25 €. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si vous faites pas du gros overclocking, un Ventirad à 30 €, ça suffit. Les mecs qui foutent des gros watercooling à 150 € sur leur i7 pour faire du putain de gaming, ils sont cons. Ils ont que du fric à balancer dedans. Ça sert à rien. C'est sûr que c'est joli, mais ça sert à rien. Par contre, si vous voulez faire de l'overclocking, là, faudra vraiment commencer à vous intéresser à ce qui se fait par rapport à ce que nous on compte faire. Voilà. Si on compte overclocker de 2 GHz de plus, on va pas prendre le ventilateur d'origine. Ça paraît logique. Et donc ensuite, une grosse question que beaucoup se posent, est-ce que c'est mieux le boîtier ouvert ou le boîtier fermé? Ça, c'est une grande question, un grand débat. C'est le débat que je crois qu'il ne s'arrêtera jamais, parce qu'on aura beau nous répondre personnellement avec ce qu'on sait, il y a des gens qui diront que non. Voilà, donc nous, on va vous dire ce que nous, on sait là-dessus, ce qu'on a pu tester, et ce qu'on a remarqué, et ce qu'on a pu lire dessus. Et ce qu'on fait. Du coup, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça dépend ce que vous avez. Non, c'est vrai, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Si vous avez à l'intérieur de votre boîtier une ventilation de merde, donc juste votre processeur, enfin la ventilation de votre processeur, quoi, la ventilation de votre carte graphique, l'alimentation, et vous n'avez pas de ventilateur supplémentaire, ou alors genre juste un tout pourri, quoi. Boîtier ouvert. Clairement, il faut le boîtier ouvert. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous le fermez, l'air à l'intérieur va stagner. C'est pas votre petit ventilateur de merde qui va repousser l'air qui est à l'intérieur. Du coup, ça va stagner et ça va faire de la poussière. Voilà. Du coup, si vous avez une ventilation de merde, par exemple, moi c'est ce que j'ai essayé. Il n'y a pas beaucoup de poussière à l'intérieur, boîtier ouvert. Une fois, j'ai essayé de le fermer pendant un mois. Une catastrophe. J'avais ça de poussière sur mes composants. Pour un mois d'utilisation, c'est rien quoi. Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, faut fermer les boîtiers, ça fait de la poussière sinon. Non. Ah non, figure-toi que non. Non. Si ta ventilation est pourrie, il faut surtout le laisser ouvert ton boîtier. Il chauffera moins et du coup il y aura moins de poussière. Voilà, donc si vous avez une ventilation de merde, boîtier ouvert obligatoire. Sinon vous allez l'ouvrir même un mois après, avoir une catastrophe à l'intérieur, ça va être dégueulasse. Par contre, si vous avez une très bonne ventilation, donc qui fait l'effet turbine, vous savez, vous mettez à l'avant, ou à l'arrière, n'importe, mais plutôt à l'avant les ventirades qui aspirent l'air extérieur, et à l'arrière, vous mettez les ventirades qui repoussent l'air extérieur. Du coup, ça va faire un effet turbine, il y a de l'air qui va rentrer, de l'air propre, et qui va ressortir derrière. Là, par contre, boîtier fermé, clairement. Pourquoi ? Parce que ça cloître l'air et du coup il y aura un bon débit. Et donc là, la poussière, niveau poussière, c'est le top. Parce qu'il y a quasi rien qui stagne dedans. Donc, du coup, vous pouvez le fermer pendant très longtemps, il n'y aura pas de poussière. Ah, et puis souvent des boîtiers qui sont filtrés à l'avant. Il y a des filtres. En plus, il y a les filtres. Du coup, on nettoie les filtres, voilà. Donc du coup, voilà, si vous vous demandez boîtier ouvert, boîtier fermé, c'est vraiment selon ce que vous avez. Si vous avez une bonne ventilation, boîtier fermé, une mauvaise ventilation, boîtier ouvert, et c'est tout. Après, il y a aussi le full water cooling que vous pouvez vous amuser à faire. À ce moment-là, boîtier ouvert, boîtier fermé, ça change rien parce que c'est du water cooling. Et sinon, il y a le full passif. Donc là, pareil, boîtier ouvert, boîtier fermé. Enfin, si pour le full passif, vaut peut-être mieux le boîtier fermé vu que c'est aussi le radiateur. Donc voilà, on a fait le tour de la ventilation. Je pense que c'est déjà pas mal. Bon, si les gens nous demandent au cas où, qu'est-ce qu'on a? On a tous les deux des boîtiers ouverts. Voilà, parce qu'on a tous les deux de la ventilation de merde. Et pour lui, ceux parce qui qu'il ont peut pas le fermer en plus. Voilà, moi je ne peux pas le fermer. Et puis spécialement, j'ai jamais aimé les boîtiers fermés. J'aime bien les boîtiers ouverts pour voir les composants dedans. C'est vrai que moi aussi. Et j'ai donc un Akaza Venom 2 en Ventirad processeur. Donc moi je l'ai dit, j'ai le Hyper TX Evo 3. Le plus connu au monde. Voilà, et qui marche très très bien. Oui. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur la ventilation. Ce qui est marrant, c'est que c'est une des plus longues vidéos aussi, alors qu'on aurait pu croire que ça allait être une des plus courtes. Que dire de plus? On va vous dire au revoir à tous. À bientôt. Abonnez-vous À la chaîne et à la page Facebook. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Dans n'importe quel sens, on s'en fout. Et surtout, faites pas trop les fous. Bonjour à tout le monde. Buenos dias.
En étant bilingue, ça me choque vraiment. C'est horrible, ne dis plus jamais ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va parler des disques durs dans cette nouvelle vidéo des composants informatiques.